Et mon invité ce soir dans Punchline, c'est Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du Rassemblement national et députée de La République. On a ce contraste aujourd'hui entre ces deux images, celle de Gérard Collomb qui démissionne, qui quitte la place Beauvau, qui arrive à Lyon, à la gare de Perrache, et puis de l'autre, le président de la République qui déambule dans les allées du salon d'automobile en clamant qu'il n'y a pas de crise politique. Écoutez le président de la République et on va voir ce que vous en pensez. Oui. Il y a un cap des institutions, un gouvernement au travail et le service du pays et du peuple français. C'est ça qui compte. Le reste, ce sont des péripéties. Vous savez, moi, je ne suis jamais dans le commentaire. Je suis dans l'action. C'est ça qui m'intéresse, c'est ce que les Français attendent. C'est une péripétie ou une crise politique, Marine Le Pen? Non, c'est une crise politique et je pense que le président de la République s'en rend compte. Et l'intégralité des Français s'en rendent compte d'ailleurs. Vous vous rendez compte que pour la première fois, sous la 5e, 3 ministres d'État ont démissionné ou ont été démissionnés en l'espace de quelques mois. Après tout, ce gouvernement n'a que 18 mois. C'est un gouvernement extrêmement jeune. Et d'ores et déjà, les piliers sur lesquels il était construit, en réalité, sont en train de s'effondrer. Donc, pour des raisons très différentes, hein, les trois. Oui, mais c'est une véritable crise politique qui est doublée d'une indignité maintenant quasi systématique du comportement du président de la République. Donc ceci pose de véritables questions. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où, vous le savez, l'insécurité est très lourde, très grave dans notre pays. D'ailleurs, M. Collomb l'a à peine caché, enfin expliquant quasiment qu'on était au bord de la guerre civile. Quand il dit on vit côte à côte et maintenant on va bientôt vivre face à face, c'est un peu la description terrible de son échec d'ailleurs au passage. Parce que c'est vrai qu'il explique les quartiers hors contrôle, il explique la drogue, il explique la violence, il explique les gangs, il explique tout cela. Sauf qu'il était ministre pendant 18 mois. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de ministre de l'Intérieur. Vous parlez d'indignité du président de la République, c'est un mot très fort. Qu'est-ce qui est indigne dans son attitude, selon vous? C'est son comportement, c'est la manière dont il abaisse la fonction présidentielle. Enfin, il a quand même réussi en l'espace de quelques jours à faire pire que François Hollande. Et pourtant, ce reproche était fait à François Hollande de manière récurrente. Le comportement qu'il a, la manière dont il parle des Français à chaque fois qu'il va à l'étranger, qui est une manière insultante. On finit par se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on lui a fait. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que les Français lui ont fait pour qu'il les maltraite ainsi systématiquement. Il y a d'ailleurs un dernier élément en date, j'ai envie de dire, parce que chaque jour amène sa peine. C'est la décision d'Emmanuel Macron, semble-t-il, de soutenir à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie une ministre de Kagame violemment anti-française. Qui explique qu'il ne faut pas parler français, qu'il faut parler anglais, que ça mène beaucoup plus loin que le français. Kagame qui a fait, je vous rappelle, raser le centre culturel français à Kigali il y a 4 ans. Et c'est cette dame-là qui exprime toute sa haine de la France et du français que soutient Emmanuel Macron. Qu'est-ce que les Français et le Français lui ont fait pour mériter ça? Quand vous parlez d'indignité, vous pensez à cette photo, notamment prise lors de son voyage à Saint-Martin, avec 2 jeunes, dont un qui lui faisait un doigt d'honneur. Vous pensez que ça abaisse la fonction présidentielle? Oui, je pense que faire une photo quand on est président de la République française avec 2 types torse nu, sans même savoir d'ailleurs quels sont leurs profils, alors qu'il s'avère que ce sont des voyous, peut-être d'ailleurs pire que ce qu'on imaginait, car il semblerait que les faits qui leur sont reprochés sont plus graves encore qu'un braquage, ce qui n'est déjà pas rien, et s'abaisser à ce comportement-là lorsqu'on représente la République française. Il n'est pas Emmanuel Macron, il est le président de la République française. Alors je vais vous dire, je pense que la légende de quelqu'un qui arrive de nulle part et devient président de la République a vécu. La réalité, c'est que la politique, c'est un parcours initiatique. La réalité, c'est qu'il faut, pour faire de la politique, une capacité de résistance à l'adversité. Et on s'aperçoit qu'Emmanuel Macron n'a pas cette capacité de résistance. Il perd d'ailleurs maintenant régulièrement son sang-froid. Et en quelque sorte, il est comme un funambule. Il y a du vide en dessous de lui. Pas de majorité ou une majorité absente, inexistante.
Personne n'a émergé à ses côtés. Il n'y a aucune personnalité véritablement qui a émergé des rangs de ces députés En Marche. Et il est dans le vide. Le problème du funambule, c'est que son pire ennemi, c'est le vent, Madame Ferrari. Dès qu'il y a un peu de vent, le funambule commence à se balancer et en règle générale, il est assez compliqué de retrouver son équilibre. Pour revenir à Gérard Collomb, qui pour remplacer Gérard Collomb? Aujourd'hui, c'est Édouard Philippe qui assume l'intérim. Il est déjà arrivé que des premiers ministres, par le passé, aient une autre casquette de ministre. Là, on parle du ministère de l'Intérieur. Vous souhaitez qu'un remplaçant soit nommé très rapidement? Évidemment, on parle du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'on parle du ministère qui est censé protéger les Français, qui est censé leur apporter la sécurité, qui est la première des libertés. Et on parle du ministère de l'Intérieur au moment où le danger terroriste persiste, où le fondamentalisme islamiste continue son œuvre néfaste dans des quartiers entiers, peut-être même des villes entières dans notre pays, où l'insécurité et la violence gratuite explosent, où on est, il faut bien l'admettre, face à un véritable ensauvagement de la société française. Nous allons d'ailleurs, au mois de novembre, faire un colloque sur ce sujet de l'ensauvagement de la société française, mais aussi de cette forme de terrorisme du quotidien, car l'objectif de ces sociopathes ultra-violents, c'est de terroriser la population pour imposer leur pouvoir. Il y a un vrai changement de nature, vous voyez, de la délinquance et de la criminalité, et c'est à ce moment-là que, eh bien, on a un intérimaire, en réalité, au ministère de l'Intérieur. Et un ministre de l'Intérieur qui a fait un constat assez surprenant au moment où il a quitté la place Beauvau. Écoutez un extrait de ce qu'a dit Gérard Collomb. Quand des quartiers se paupérisent, se ghettoisent, il ne peut y avoir que des difficultés. Et donc, nous en avons souvent parlé avec monsieur le préfet d'Île-de-France. Je crois vraiment que dans la périphérie parisienne, on ne peut plus continuer à travailler commune par commune, qu'il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Sa crainte, elle est justifiée au ministre, ex-ministre de l'Intérieur. Oui, enfin, elle est justifiée, même si je suis en désaccord sur une partie du constat. Sur la gravité de ce qui se passe, je pense qu'il est conscient. C'est dommage qu'il n'ait pas été ministre pendant 18 mois. Il l'a dit trop tard. Il a fait trop tard. Bien sûr qu'il l'a dit trop tard. Mais de surcroît, il est socialiste. Enfin, je veux dire, on ne se refait pas. Et les socialistes ont toujours considéré que, en quelque sorte, la pauvreté était l'excuse de la délinquance et de la criminalité. Moi, je suis en désaccord profondément avec cela. Il y a des tas de familles qui vivent dans des conditions terriblement modestes et qui élèvent leurs enfants dans le respect de la loi. La réalité du problème, c'est le communautarisme. Voilà. Et le communautarisme est la conséquence, est l'enfant de l'immigration massive qui continue à être organisée dans notre pays et auquel il a participé, Gérard Collomb, dont il porte une part de responsabilité. Et donc, pourtant, on dénonce l'islam radical qui, dit-il, gangrène les quartiers, tout comme les narcotrafiquants. Oui, mais il est ministre, il ne peut pas se contenter de dénoncer. Il est exactement à l'endroit qu'il faut pour agir. Or, il n'agit pas. Il n'agit pas parce que ça va à l'encontre de son idéologie. Parce que s'il agissait, il tirerait de son constat l'évidence qu'on doit lutter contre le fondamentalisme islamiste et aller le chercher partout, dans toutes les associations, dans tous les financements qui arrivent en France, dans tous les quartiers, dans toutes les écoles, dans tous les clubs de sport. Or, aujourd'hui, on est confronté effectivement à un développement qui s'effectue dans l'impunité la plus totale du fondamentalisme islamiste qui recrute évidemment dans les quartiers et dont un certain nombre, très certainement, sortiront avec la volonté de commettre des attentats. Le président Macron n'est pas assez clair sur cette question de l'islamisme, sur la réorganisation de l'islam qu'il envisage dans les mois à venir? Non, mais il n'est pas clair du tout. Il n'est pas clair du tout. D'ailleurs, il n'est pas clair du tout en ce qui concerne la laïcité, en règle générale, si vous voulez. Il n'est pas clair. Il l'avait dit pendant la campagne présidentielle, d'ailleurs. Il avait dit je ne vais pas faire un programme contre le terrorisme en une nuit. Bon, je crois qu'il ne l'a toujours pas fait, mais il n'a toujours pas fait non plus de programme pour lutter contre le fondamentalisme islamiste. Parce que, encore une fois, il est enfermé dans une idéologie qui est une idéologie de l'acceptation d'une situation qui est pourtant
tout à fait inacceptable. Un dernier mot de Gérard Collomb. Vous comprenez qu'il veuille retourner à Lyon, qu'on lui rende son siège et qu'il fasse, pourquoi pas, un 4e mandat. Ça vous surprend? Non, mais je ne crois pas du tout que ce soit ça qui soit à l'origine de son départ du gouvernement. Qu'est-ce que c'est pour vous? Je pense qu'il y a un désaccord profond qui est né au moment de l'affaire Benalla avec le président Macron. C'est en tout cas l'analyse que j'en ai fait lorsque je l'ai entendu à la Commission des Affaires étrangères être auditionné. Beaucoup se sont moqués de Gérard Collomb quand il a dit « Mais je ne savais pas, je croyais que M. Benalla était un policier ». La réalité, c'est qu'il savait pertinemment. Mais il venait dire « On a fait tout ça au-dessus de ma tête. M. Macron nous a imposé, le président nous a imposé M. Benalla, on lui a accordé les insignes de la police, on lui a accordé les pouvoirs de la police, on lui a accordé un port d'armes que ministre de l'Intérieur lui avait refusé. Ben, en gros, débrouillez-vous avec maintenant. Donc je pense que la rupture, elle date de ce moment-là. C'était pas la Commission des Affaires étrangères, c'était la Commission d'enquête. d'enquête. La Commission d'enquête, pardon. Excusez-moi, la Commission des Affaires étrangères, c'est ma commission. Malgré l'absence temporaire de ministre de l'Intérieur, les policiers font leur travail. Arrestation ce matin de Redouane Faïd après plusieurs mois de cavale. L'appareil policier fonctionne malgré cette vacance à la tête du ministère. Mais bien sûr, l'appareil policier fonctionne. Mais il a besoin d'une direction. Et aujourd'hui, il n'a pas de direction. Et il n'en avait peut-être pas hier non plus, d'ailleurs, car les policiers, vous le savez, souffrent énormément. Les policiers, les gendarmes, les pompiers, cela fait des mois et même des années qu'ils appellent à l'aide en disant « Nous n'avons pas les moyens, nous sommes en quelque sorte sous la pression de notre hiérarchie qui, en toutes circonstances, nous met en cause ». Quasiment de manière systématique, avant même toute analyse des faits. Ils ont besoin d'être réarmés, pas seulement matériellement, mais d'être réarmés moralement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Gérard Collomb n'a pas rempli ce rôle, mais peut-être aussi parce que le président de la République ne l'a pas autorisé à le faire. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas été fait dans les 18 derniers mois. Et il faut un changement radical si on veut ramener la sécurité dans notre pays. Est-ce qu'il y a une prison qui peut accueillir Redouane Faïd sans risquer une nouvelle tentative d'évasion? C'est à Mme Belloubet qu'il faut poser la question, parce qu'on se réjouit de l'arrestation de Redouane Faïd, mais enfin, il faut quand même se souvenir qu'il s'est évadé. Et s'il s'est évadé, c'est qu'il y a eu des carences. Ces carences, elles sont dénoncées par le personnel pénitentiaire depuis, encore une fois, des années. Je suis moi-même allé dans une prison censée s'occuper des fondamentalistes islamistes, où il y avait eu des tentatives d'assassinat de gardiens de prison, parce que les fondamentalistes islamistes n'ont pas un régime particulier, parce qu'ils sont traités comme n'importe quel autre, incarcéré de droit commun. Et tout cela démontre, au pire, au mieux, une naïveté, au pire, une idéologie qui est mortelle. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour ces détenus particulièrement dangereux, qu'ils soient islamistes ou comme Redouane Faïd? Moi, je propose que, par exemple, ils ne puissent pas avoir accès à ce qui peut représenter une arme, des couteaux, des ciseaux. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, ça tombe sous le sens, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, ils le peuvent. Madame Belloubet nous a exigé qu'ils puissent passer des coups de téléphone quand ils le veulent. À n'importe quelle heure du jour, ils appellent les gardiens, ils disent « je voudrais téléphoner ». Et ils vont téléphoner. Est-ce qu'il y a une surveillance de ces coups de téléphone? Évidemment pas de tous, et on le sait très bien. Je pense que lorsqu'ils sont en déplacement, ils doivent être entravés. Ce qui éviterait évidemment qu'à chaque fois qu'ils sortent de leur cellule, eh bien, ce soit les gardiens de prison qui en soient et qui soient les victimes de leur violence. Il y a toute une série de mesures, encore une fois, à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Que l'on puisse rétablir les fouilles aléatoires dans les cellules qui ont été interdites par l'Union européenne au motif que ça allait à l'encontre des droits des détenus. On va parler d'Emmanuel Macron, vous l'évoquiez, lors de son voyage aux Antilles. Il a une nouvelle fois dirigé ses attaques contre vous. On va écouter ce qu'il dit à votre sujet. Mon rôle, c'est aussi d'assumer cette part d'éducation, d'accompagnement. Nous investissons comme jamais dans la jeunesse, dans son éducation. Mais c'est aussi de reconnaître chaque enfant de la République, quelles que soient ses erreurs, son trajectoire et la famille dans laquelle il est né. Parce que ces jeunes, ils sont là. Et plutôt que d'en faire des espèces de prétextes pour alimenter un discours de haine ou de peur, il faut qu'on arrive à en faire une chance. On ne tirera rien des discours de haine. Et donc, ce qui fait que je me suis battu pour être élu face à Marine Le Pen, et que je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'aime chaque enfant de la République, quelles que soient ses bêtises. Parce que bien souvent, parce que c'est un enfant de la République, il n'a pas choisi l'endroit où il est né. Et il n'a pas eu la chance de ne pas en faire. Votre réponse? C'est très dangereux, le discours qu'il tient. Parce qu'il est en train de nous expliquer qu'en réalité, la criminalité, elle est presque endogène. C'est-à-dire que là où on est, on devient criminel. Là où on est, dans telle famille ou dans tel territoire, on devient criminel. Alors c'est faux, et je vais vous dire, c'est insultant. C'est insultant à l'égard des habitants de Saint-Martin, c'est insultant pour l'outre-mer, que moi je connais bien, et que j'aime énormément, et que je défends à chaque fois que je peux le faire. Non.
On ne devient pas criminel parce qu'on est né quelque part. On devient criminel parce que on se laisse aller à l'être. Et un président de la République qui semble en quelque sorte faire la publicité de la criminalité m'apparaît exactement donner un signal inverse de celui qu'il doit donner. Donc j'entends bien qu'il était confronté à une difficulté, qu'il a essayé de se rattraper aux branches. Et puis quand on manque un peu d'imagination, on fait la seule chose qu'on sait faire, c'est-à-dire taper sur Marine Le Pen, c'est tellement facile. Mais ce qu'ont fait derrière lui les ministres, Madame Schiappa, qui a racialisé en quelque sorte le débat, c'est rajouter l'indignité à l'indignité. Car c'est le comportement du président de la République qui était violemment et à mon avis à juste titre critiqué dans cette affaire. Et vouloir racialiser le débat en expliquant, comme l'a fait honteusement Madame Schiappa, que c'est parce que ces jeunes hommes sont noirs, c'est vraiment insultant et même idiot, je vais vous dire. Ils sont même allés jusqu'à expliquer que... Insulté donc. Non mais il y a même un député qui est allé jusqu'à dire que, vous comprenez, il fallait qu'on s'habitue à ces jeunes, que maintenant ils sont là. Non mais ces jeunes, ils sont antillais. Ce ne sont pas des enfants de l'immigration. Il faut peut-être leur rappeler. C'est peut-être eux qui font preuve de racisme, qui pensent que tous ceux, en réalité, qui sont noirs de peau, sont des enfants de l'immigration. Non, non. Nos compatriotes d'outre-mer sont noirs de peau, ils ne sont pas des enfants d'immigration, ils sont des Français, et pour beaucoup, avant Nice, vous voyez, par exemple. Okay. Vous proposez toujours à Emmanuel Macron de débattre avec lui dans le cadre des Européennes. Vous voulez le match retour du débat entre deux tours présidentielles? Non, je n'ai pas proposé cela, c'est un de vos collègues, un de vos confrères qui a dit est-ce que vous seriez prêt à débattre avec Emmanuel Macron? Bien sûr, sans aucune difficulté. Je pense que Emmanuel Macron va porter dans ces élections européennes clairement une vision mondialiste, la vision de l'Union européenne, celle que l'Union européenne applique depuis maintenant 40 ans à marche forcée au peuple européen. Moi, je défends les peuples, je défends les nations, je défends les protections qui sont les conséquences des nations. Ce sont deux visions qui effectivement s'opposent radicalement. Il n'y aurait donc pas quelque chose d'inouï à ce qu'on puisse en débattre. Vous voulez toujours mettre un coup d'arrêt à l'Union européenne, vous voulez faire basculer la majorité au Parlement européen. Comment? En sortant des traités? En sortant de l'euro? Où est-ce que vous en êtes par rapport à la question de l'euro qui était l'alpha et l'oméga de votre campagne présidentielle? Mais j'aimerais que ceux qui nous écoutent comprennent la démarche qui a été la nôtre. Lorsque, encore une fois, tous les pays en Europe défendaient l'Union européenne. Lorsqu'ils partageaient tous, en tout cas tous les gouvernements partageaient cette vision d'une Union européenne qui avance par le chantage, par la menace, qui impose l'austérité, qui nie au peuple le droit de décider pour eux-mêmes, qui impose une immigration massive, on n'avait pas tellement le choix. Moi, je ne pouvais proposer, si je suis honnête, et je le suis, que se soumettre à cela ou sortir de cela. C'est ce que j'ai fait pendant la campagne présidentielle. Mais entre-temps, tout a changé. En l'espace de quelques mois, des pays, les uns après les autres, ont vu émerger des gouvernements qui disent l'Union européenne telle qu'elle existe, stop. On n'en veut plus. Et on veut que puisse se mettre en place une alternance. Mais est-ce que c'est possible qu'il y ait une alternance dans les instances européennes? C'est ça la vraie question. Et pourtant, l'alternance, c'est le principe même, le symbole même de la démocratie. Ou alors qu'on nous dise, écoutez, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est un système totalitaire, ce que je crois, et par conséquent, la démocratie n'a rien à voir avec tout cela. C'est un peu ce qu'avait dit M. Juncker, quand il avait dit contre les traités, il n'y a pas de choix démocratique. Bien, moi, je crois qu'il y a un choix démocratique, et que c'est face à ce choix démocratique que l'on pourra, ensemble, avec tous ceux qui veulent précisément en arriver à une Europe des nations et sortir de l'Union européenne totalitaire, faire avancer les choses. Une dernière question personnelle. De nombreuses rumeurs circulent sur l'état de santé de votre père, toujours hospitalisé. Comment va-t-il? Écoutez, il est encore hospitalisé, mais les rumeurs qui courent sur lui sont tout à fait excessives. Et donc je rassure tous ceux qui nous écoutent, il est aujourd'hui sur le point de rentrer chez lui. Donc que vous répondez-vous à tous ceux qui se réjouissaient de sa mort prochaine? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à des gens qui se réjouissent de la mort de quelqu'un, y compris si c'est un adversaire politique? Ça en dit plus long sur eux que ça n'en dit sur celui dont ils souhaitent la mort. Merci beaucoup Marine Le Pen d'être venue ce soir sur Punchline dans notre émission.